gun to her head, and I'm gonna blow her head off. Then you're gonna have to come up and kill me. Une dispute conjugale a mal tourné. Très mal tourné. La dispute s'est transformée en prise d'otage. Il allait la tuer. On s'apprêtait à entrer dans la pièce pour intervenir. Charlie, you can't kill her in front of her son. Shut up! Je réfléchissais à toute vitesse. Je devais trouver un moyen de l'arrêter. Les unités d'élite du FBI mènent des chasses à l'homme trépidantes, font des descentes tactiques intenses et mènent des traques très risquées. Elles sont investies d'une grande mission: traquer les criminels les plus recherchés des États-Unis. Des agents risquent leur vie à tout instant pour sauver la vôtre. Ils sont chargés de faire respecter la loi à tout prix. Voici FBI à l'assaut. Ce dimanche-là, je suis rentré au travail et la disparition possible de Cheryl Hart avait déjà été signalée par sa famille. Personne n'a vu Cheryl Hart depuis 2 jours. La mère de 26 ans a disparu avec son fils de 4 ans, Charlie. Sa famille craint le pire, puisqu'elle connaît bien son ex-petit ami, Charles Leaf. Charles venait de sortir de prison. Il avait des antécédents de violence conjugale et manifestait un comportement violent. Cheryl avait déjà voulu rompre avec lui, mais selon elle, Charles l'aurait alors violé et menacé de mort. Il vient tout juste de sortir de prison après avoir purgé une peine pour l'enlèvement de leur fils Charlie. Il avait pris l'enfant avant de disparaître pendant un certain temps. Cheryl a obtenu une ordonnance restrictive, mais sa famille se doute bien qu'un simple document n'empêchera pas Charles d'obtenir ce qu'il veut. Il y avait du courrier dans la boîte aux lettres et des journaux devant la maison. Pour nous, c'était mauvais signe. Une des portes était entrouverte. La porte de la chambre à coucher avait été forcée. On a trouvé le verrou et des morceaux de la porte sur le plancher. Elle semblait avoir été ouverte à coups de pied. J'ai soulevé le matelas à la recherche d'objets cachés et j'ai trouvé un grand couteau de cuisine. Ça nous indiquait que Cheryl avait besoin de se protéger. En fait, ça nous démontrait tout d'abord qu'elle ne se sentait pas en sécurité et ensuite qu'elle n'avait pas eu le temps de le prendre. On a fouillé la chambre de Charlie, mais il avait disparu aussi. Tout indique que la mère et son fils ont été enlevés. Si Charles Leaf est derrière tout ça, Cheryl et Charlie pourraient avoir de sérieux ennuis. Charles Leaf est introuvable. Les policiers interrogent donc sa nouvelle petite amie. Elle n'était pas très communicative. Elle ne nous a presque rien révélé. Les enquêteurs entrent sa plaque d'immatriculation dans le système et font une découverte surprenante. J'ai compris que j'avais vu cette voiture récemment. Cette Chevrolet Nova du début des années 1970 ne passait pas inaperçue. La veille de la disparition de Cheryl Hart, Glenn Burns surveillait le stationnement d'un hôtel. Il y a vu la voiture en question. Elle a attiré mon attention parce qu'elle se déplaçait étrangement dans le stationnement.
Le conducteur a parcouru toutes les rangées sans se garer. Je me suis dit qu'il manigançait peut-être quelque chose. J'ai demandé à mon collègue si je devais arrêter la voiture pour poser quelques questions au conducteur. Mais il m'a conseillé de ne pas le faire. Cheryl Hart travaille à cet hôtel. Les enquêteurs croient que Charles surveillait l'endroit avant d'enlever son ex-petite amie. Les enquêteurs ont convoqué sa nouvelle petite amie une deuxième fois. Elle a révélé qu'elle savait que Charles prévoyait enlever Cheryl et Charlie. Il comptait se rendre à l'une des maisons qu'il avait habitées durant son enfance. Grâce à cette information, les enquêteurs confirment que Charles Leaf a bien enlevé Cheryl et Charlie. Mais s'il a quitté l'État, le service de police de Trumbull aura besoin d'aide. Il fera donc appel à la seule agence qui a toutes les ressources nécessaires pour poursuivre un fugitif, le FBI. La Cour fédérale a lancé un mandat d'arrêt pour enlèvement et l'enquête a été confiée au FBI. Le FBI avertit les forces de l'ordre du sud-est du pays. Who allegedly kidnapped his girlfriend and their 4-year-old son and fled the state of Connecticut. Charles A. Leaf Jr. has been charged with unlawful flight to avoid prosecution. Le service de police du Connecticut nous a dit qu'il avait déjà agressé Cheryl à plusieurs reprises. Les autorités savent que Charles Leaf est un homme violent, mais cet enlèvement fait passer sa rage à un tout autre niveau. La femme, qui avait déjà été agressée sévèrement, et son fils étaient tenus en otage. Charles les menaçait peut-être de son arme. On devait tout faire pour les retrouver. Malheureusement, Leaf et ses otages pourraient être n'importe où. À plus de 480 km au sud de Trumbull, au cœur du comté de Rappahannock, en Virginie, un agent obtient un mandat de perquisition pour la fouille d'un véhicule abandonné. Il apprend que c'est la voiture recherchée par le FBI. Rien n'indiquait qu'un meurtre avait été commis dans le véhicule. Il n'y avait pas de sang. Alors on cherchait toujours les trois individus. Le FBI envoie ses équipes tactiques d'intervention des bureaux de Richmond et Washington. Virgil Young, un agent spécial, commande l'opération sur le terrain. Les agents qui ont fouillé la voiture ont trouvé une preuve importante. Il y avait un reçu pour l'achat d'une carabine et de 200 balles. On a donc supposé qu'il était armé. Le suspect est armé et extrêmement dangereux. L'équipe tactique d'intervention de Richmond, dirigée par Wayne Waddell, s'attend à un échange de coups de feu. On portait tous notre équipement de protection balistique, notre arme de poing et des armes d'épaule. On portait aussi nos tenues de camouflage. On ressent une montée d'adrénaline quand on mène une opération en lien avec une enquête si médiatisée. C'était une affaire d'enlèvement, c'était très sérieux. Les vies de plusieurs personnes étaient menacées. On devait agir au plus vite. Les agents croient que le suspect et ses otages n'ont pas pu se rendre bien loin sans véhicule. Il était avec une femme et un enfant. Alors on se disait qu'il n'allait sûrement pas marcher sur des kilomètres. Il n'avait probablement pas d'équipement de camping avec lui. Donc on a décidé de fouiller les fermes et les maisons des environs. Ils y étaient peut-être cachés. Le comté de Rappahannock s'étend sur 685 km² à l'est des montagnes Blue Ridge. Des hélicoptères du FBI survolent la zone et l'agence fédérale demande l'aide du public par l'entremise des médias. Mais le plus gros du travail sera fait par les agents au sol. La zone de recherche était immense. On a d'abord fouillé les immeubles des environs pour déterminer les secteurs de recherche. Il y avait beaucoup de chalets et de pavillons d'été inoccupés. On cherchait les moindres signes d'entrée par effraction, que ce soit une porte enfoncée, des marques de pieds de biche ou des fenêtres brisées. Mais on n'a rien trouvé.
L'équipe examine les maisons de la région depuis des heures lorsqu'elle reçoit enfin une information utile. Le propriétaire d'un chalet nous a dit avoir vu quelqu'un dans les bois. On a divisé la zone de recherche en 2 parties et on a fait une battue. De 10 à 15 mètres séparaient les membres de l'équipe. Il faisait très froid et il a plu presque tous les jours de la semaine. Disons que les conditions de recherche étaient plutôt difficiles. Le fugitif a l'avantage, ce qui complique les choses. Charles Leaf était un amateur de plein air. Il était à l'aise dans les bois et il pouvait vivre de la terre. Il a compliqué notre travail parce qu'il n'avait pas besoin de rester près des zones habitées. Les enquêteurs espèrent qu'il sortira bientôt de sa cachette pour faire le plein de provisions. Mais quand le fera-t-il? On fouillait certaines zones depuis des jours. On commençait tous à se décourager. La plupart des équipes de recherche sont renvoyées au FBI. L'unité de l'agent spécial Waddell, y compris Terry Neist, reste sur les lieux et poursuit la traque. On a décidé de recommencer à zéro pour arriver à le trouver. FBI and local law enforcement authorities are searching for Charles Anthony Leaf, who is accused of abducting his common-law wife, Cheryl Hart, and 4-year-old son, Charlie Leaf III. Leaf is described as a white male, 6 feet 3 inches tall, weighing 160 pounds. Charles Leaf? The man is armed and dangerous. 7 jours se sont écoulés depuis l'enlèvement de Cheryl Hart et Charlie. L'équipe d'intervention tactique du bureau de Richmond poursuit sa traque de Charles Leaf dans les montagnes Blue Ridge. The FBI is asking anyone who's seen these individuals in Sperryville, Rappahannock County, or elsewhere to immediately call the FBI in Richmond. On devait sauver Cheryl et son enfant et procéder à l'arrestation de Charles Leaf. On n'était pas dans un film. Tout ne se réglerait pas en quelques heures. La mission allait durer longtemps. Cinq jours après la découverte du véhicule de Leaf, les agents apprennent qu'un vol a été commis dans un commerce des environs. Du lait, du jus d'orange et des charcuteries avaient été volés. Des cigarettes de marque Marlboro. On savait que c'était celles qu'il fumait. Le propriétaire a aussi rapporté le vol d'équipement de camping. On a appris la nouvelle et on s'est dit, mais quelle coïncidence. La personne qu'on recherche a besoin de toutes ces choses. On a compris qu'il était là. Du moins, il était là 5 heures plus tôt. C'était sérieux. Il nous fallait plus d'agents sur le terrain. Les autres agents du bureau de Richmond arrivent en renfort, tout comme des agents du bureau du FBI de Washington. Des agents de l'équipe d'intervention tactique font une découverte troublante dans une maison d'été. Ils ont trouvé des aliments qui semblaient provenir du commerce cambriolé quelques nuits plus tôt. Ils ont donc vérifié si d'autres objets semblaient avoir été déplacés. Un des membres de l'équipe d'intervention de Washington a examiné le compteur électrique de la maison et a remarqué qu'il tournait. Il y avait donc consommation d'électricité. Il y avait probablement quelqu'un à l'intérieur. J'ai dit parfait, il faut entrer. Le niveau d'énergie de tout le monde est monté en flèche. Les agents ont l'autorisation d'entrer dans la maison. Wayne Waddell, le chef de l'équipe d'intervention tactique de Richmond, dirige l'opération. On devait élaborer un plan pour entrer dans la maison. On a décidé que l'équipe de Washington s'occuperait du rez-de-chaussée et l'équipe de Richmond de l'étage. On a toujours une montée d'adrénaline lorsqu'on lance de telles opérations. On ne ressent plus la moindre fatigue, on veut seulement faire ce pour quoi on a été formé. On doit mener l'opération à bien sans faire de blessés. On avait tous des armes d'épaule et des armes de poing. J'avais un MP5. On a fait ce qu'on appelle une entrée dynamique. On est entré rapidement pour pénétrer les lieux et passer à l'action au plus vite. Certains agents pointaient leurs armes vers l'étage pour couvrir Wayne. L'escalier menait à un palier à l'étage. Il y avait une porte à gauche et un palier à droite.
J'ai monté l'escalier et j'ai regardé à gauche pour m'assurer que personne ne sortait de la pièce. Je me suis ensuite tourné vers la droite et j'ai vu un canon de fusil. Charles Leaf est derrière l'arme. Il avait l'angle parfait pour me tirer dans la tête. Et de la façon dont je tenais mon MP5, je n'avais pas le temps de me retourner au-dessus de la rampe pour le viser. J'ai crié « Descendez » aux autres agents et on a descendu les marches à reculons. Je ne me suis pas retourné et je ne les ai pas descendus lentement. Je les ai montés en courant et je les ai descendus en courant à reculons. Wayne n'aurait pas pu continuer d'avancer vers lui en toute sécurité, parce qu'il ne se trouvait pas dans une position qui lui aurait permis d'atteindre le suspect. Il devait reculer. Je devais garder les yeux sur le palier, tout en gardant mon MP5 en position de tir en direction de l'étage. On a eu beaucoup de chance. Personne n'a trébuché en descendant l'escalier. Il ne faut jamais tourner le dos à l'ennemi. Jamais. Il faut toujours lui faire face. On n'avait pas besoin de se précipiter. On savait où ils étaient et on avait une longueur d'avance. On pouvait donc élaborer un plan d'intervention d'urgence. À l'extérieur, l'agent spécial Virgil Young sait que son équipe a eu de sérieux ennuis. J'ai entendu des cris et j'ai décidé d'entrer dans la maison. Ce n'était plus une chasse à l'homme, c'était une prise d'otage. Je suis passé de chef d'équipe d'intervention à négociateur pour la libération d'otages. Je me suis placé en position derrière une barricade de fortune pour lui parler. Il voulait savoir qui on était et ce qu'on faisait là. Je lui ai dit qu'on travaillait pour le FBI et je lui ai demandé s'il était bien Charles Leaf. Il n'a pas répondu. Je lui ai demandé si Cheryl et son fils étaient là. Il a répondu qu'ils allaient bien. Comme il est chef de l'équipe d'intervention tactique, Waddell a reçu une formation en négociation pour la libération d'otages. Il doit se servir de ses mots et non de ses armes pour désamorcer la situation explosive. Il y a des vies en jeu, alors chaque mot compte. Pour sauver Cheryl et Charlie, Wayne Waddell doit calmer Charles Leaf et gagner sa confiance. Il n'arrêtait pas de crier et de jurer. Il criait « Sortez, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille !» Je devais le calmer. Je ne voulais pas utiliser les mots « enlever »,« kidnapper » ou « pris contre leur gré ». Les négociateurs savent qu'ils doivent essayer de gagner du temps. Ils essaient donc de calmer les émotions du suspect pour qu'il retrouve la raison. J'essayais de souligner certains points positifs pour qu'il se sente mieux. Je lui ai dit qu'il était doué pour se cacher. Je lui ai demandé où il avait appris à survivre en nature. C'est comme un mouvement de bascule. L'un monte et l'autre descend. Plus le temps passe et plus le suspect se dit que le seul moyen de s'en sortir est de se rendre, et c'est ce que le négociateur veut. Je ne voulais pas avoir l'air de l'attaquer ou de l'affronter. Je voulais qu'il comprenne que je n'étais ni le juge, ni le bourreau. J'essayais de lui faire comprendre qu'on pouvait régler ça autrement. La vitesse à laquelle Charles s'est calmé m'a surpris. Il n'était pas irrationnel, il ne tenait pas de propos provocateurs. Mais l'agent Waddell ne peut toujours pas baisser sa garde. Je me disais qu'il ferait peut-être le tour de l'escalier pour nous tirer dessus. J'étais toujours prêt à faire feu et 2 ou 3 autres agents tenaient aussi le haut de l'escalier en joue. Wayne Waddell maîtrise la situation, mais il aura besoin de relève. Je savais que j'allais devoir appeler des renforts. On avait besoin de l'aide de négociateurs de l'unité des forces spéciales et la présence d'autres membres d'équipes d'intervention tactique était nécessaire. Il nous fallait les meilleurs agents du FBI pour mettre fin à cette prise d'otage. La nuit tombe
L'équipe doit s'adapter à l'obscurité sans dépasser les limites fixées par le suspect. On devait être en mesure de voir le palier, alors on a allumé les lumières au-dessus de l'escalier. Je ne lui ai pas demandé la permission, et je crois que ça l'a agacé. Il s'est remis à crier. Il ne voulait ni lumière ni discuter. Ce geste a confirmé qu'il avait de vraies armes et de vraies munitions. Leaf est peut-être acculé au pied du mur, mais il ne compte pas se rendre ou libérer ses otages pour autant. On a entendu Cheryl crier. Elle demandait... On a voulu savoir pourquoi, et elle a répondu qu'elle voulait connaître la date qui serait inscrite sur sa pierre tombale. Ça a changé la dynamique. On devait recommencer à zéro. Je ne croyais plus que Cheryl Hart s'en sortirait vivante. Au petit matin, j'ai reçu un appel du standardiste du QG du FBI. Il me demandait de me rendre à Sperryville, en Virginie, où un homme tenait une femme et un enfant en otage. Ma voiture de fonction était au bureau, alors j'ai dû prendre la voiture familiale. Je n'avais que mes vêtements et mon pistolet sur moi. Wayne Waddell est épuisé. L'arrivée de son mentor tombe à pic. Je crois que Wayne avait hâte de me confier le rôle de négociateur principal. Je connaissais Gary Nesner depuis plusieurs années. Il m'avait formé pour la négociation lors de prise d'otages. Wayne m'a donné un gilet pare-balles parce que je n'avais pas le mien. On était heureux d'apprendre que Gary serait là, parce qu'il avait réussi à négocier plusieurs prises d'otages avec succès. La fonction de négociateur est séparée de celle de chef de l'unité tactique. Personne ne peut remplir ces deux fonctions simultanément pendant une période de temps prolongée. J'ai quitté les négociations en me disant qu'elles allaient plutôt bien. Le suspect avait un discours cohérent, il comprenait ce qui se passait et aussi pourquoi on était là. Pendant 10 longues heures, l'agent Waddell contient Charles Leaf. Hey Charlie, my name's Gary, I'm with the FBI. Gary Nesner compte maintenant sur ses 8 années d'expérience en tant que négociateur pour libérer Cheryl et son fils. Il y avait 3 ou 4 agents de l'équipe d'intervention tactique à mes côtés. En temps normal, on blague entre équipes pour rire. On dit qu'ils sont les gros bras et ils disent que les négociateurs sont des décorateurs d'intérieur. Mais cette fois, ils étaient là pour assurer ma sécurité. Mon pistolet à 5 balles ne me servirait pas à grand-chose en cas de fusillade. Je voulais commencer en douceur. J'ai minimisé l'enlèvement de Cheryl et Charlie. Il n'y avait pas de blessés. Charles avait vécu une rupture et il avait perdu le contrôle. Sa vie s'écroulait. On devait l'écouter pour éviter toute tentative de suicide. La question était de créer un lien plutôt que de négocier. Plus tôt, Leaf nous avait demandé de lui apporter les vêtements qui se trouvaient dans la sécheuse du sous-sol. Mais on ne l'avait pas fait. Leaf était d'abord entré dans la maison pour que Cheryl et Charlie se lavent et se réchauffent un peu. Terry, grab me those clothes, that laundry bag over there. L'agent Nesner viole une des grandes règles de la négociation en cas de prise d'otage. On dit qu'il ne faut rien donner à moins d'obtenir quelque chose en retour. C'est primordial en cas de négociation. Mais là, ce n'était pas ce qu'on faisait. Charles ne voulait pas échanger des vêtements contre un otage. La situation était très chargée sur le plan émotionnel. On devait lui prouver qu'on voulait l'aider et résoudre le problème pacifiquement. Gary commençait ses négociations du bon pied. Il ne lui demandait rien et lui donnait quelque chose. Plus tard, il allait pouvoir lui dire qu'il lui a donné la première chose qu'il voulait et qu'il attendait le juste retour du balancier. J'ai lancé le sac de vêtements à l'étage et j'ai vu Cheryl pour la première fois. Elle semblait très stressée.
et plutôt négligée. Elle avait très peur. Les négociateurs n'ont pas souvent la chance de voir un otage. Je suis resté au bas de l'escalier pour voir si elle voulait communiquer. Mais elle avait trop peur pour faire quoi que ce soit d'autre qu'attraper les vêtements. C'est un tout petit geste, mais le négociateur doit faire des petits pas pour obtenir les résultats souhaités. Pour y arriver, il doit faire parler Charles. Charlie, I want to help you, okay? Pendant que Nesner discute avec Leaf, l'équipe de sauvetage d'otages du FBI arrive sur les lieux. L'unité de lutte antiterroriste est formée pour effectuer des opérations qui nécessitent une précision chirurgicale et une force létale. L'unité s'apprête justement à effectuer une opération du genre. On devait trouver une route où passer sans se faire voir. Il faisait noir, mais on devait tout de même courir à découvert sur une certaine partie du terrain pour se rendre jusqu'à la résidence. Si l'équipe de sauvetage d'otages du FBI est là, c'est que la situation est sérieuse. Elle comprend des tireurs d'élite d'expérience et d'excellents agents partout dans le monde. J. Mulholland faisait partie de l'équipe de sauvetage d'otages présente ce soir-là. On avait déjà travaillé ensemble à Washington. On avait assez d'agents pour couvrir le périmètre. On avait aussi plusieurs tireurs d'élite pour remplacer ceux de l'équipe d'intervention tactique de Richmond. Les agents savent qu'ils doivent travailler de pair avec les négociateurs. Par contre, si les choses tournent mal, l'équipe de J. Mulholland dispose de l'autorité nécessaire pour passer aux commandes et libérer les otages en employant une force meurtrière. En situation d'urgence, on peut employer une force meurtrière si nécessaire, mais on commence toujours en douceur en laissant les négociateurs discuter avec le suspect. Jusqu'à maintenant, Nesner n'a pas fait beaucoup de progrès. Hey Charlie, you like the woods? Heureusement, il crée enfin un lien avec Charles après 1 heure de discussion. J'avais un fils de 4 ans, le même âge que Charlie. On a comparé nos vies avec un enfant de 4 ans et ça a minimisé la gravité du drame. J'étais plein d'espoir au début des négociations. Je l'ai même dit à un agent. Mais je faisais fausse route. Le soleil s'est levé et Charles a demandé de la nourriture. On s'est dit qu'on pourrait peut-être attraper Cheryl lorsqu'elle viendrait chercher la nourriture. On croyait qu'elle courait un plus grand danger que son fils. On ne pensait pas que Charles ne ferait aucun mal à son fils. Mais ce n'était pas notre plus grande peur. Il ressentait une grande colère envers Cheryl. Mais on se disait aussi que si on ne réussissait pas à l'attraper, on aurait fait tout cela en vain. Et que Charles risquait de se venger sur son fils. On ne pouvait que lui montrer un message écrit sur une feuille de papier. Elle m'a regardé sans hocher la tête et elle n'a rien dit. Elle était pétrifiée. Elle était morte de peur. Hey Charlie! Je me suis dit que c'était le moment idéal pour le pousser à déposer son arme et l'inviter à descendre avec sa famille. J'ai évoqué le sujet. Charles semblait raisonnable et rationnel. Il n'était pas menaçant à ce moment-là. On s'est donc dit que les choses allaient bien. On lui a dit qu'on lui avait donné des vêtements et de la nourriture. Mais Charles a répondu: vous allez devoir monter pour me tuer. Charles a décidé que le moment était venu de mettre fin à tout ça. She's on her knees. I have my gun to her head. I'm gonna blow her head off. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Il était très calme, mais il a soudainement eu envie de la tuer au plus vite. Charles Leaf perd le contrôle.
L'équipe de sauvetage d'otages s'apprête à prendre les choses en main. On était prêt à monter l'escalier pour tenter de résoudre le problème avec le moins de conséquences négatives possible. Je me suis imaginé que les agents montaient à l'étage pour tirer sur le suspect et qu'ils blessaient l'enfant par erreur. On croyait qu'on allait devoir monter, l'affrontement tirait à sa fin. Je réfléchissais à toute vitesse. Comment est-ce que je peux l'empêcher de faire ça? Shut up! You don't have to come up and kill me! Just don't. Charles Leaf a perdu le contrôle. Il tient une arme à la tempe de son ex-conjointe, Cheryl Hart, alors que leur fils est dans la pièce. Les agents du FBI savent qu'il est prêt à s'en servir. Il a soudainement fait preuve d'une grande violence verbale à l'endroit de Cheryl. Il disait comment elle l'avait traité et il l'injuriait. Il était de plus en plus en colère. C'était comme s'il avait fait passer un interrupteur du minimum au maximum. Il a dit qu'il allait la tuer et je m'attendais à ce qu'il tire. Charles Leaf était résolu à passer à l'action. On se disait que son premier coup de feu nous donnerait la permission de tirer. Je me creusais la tête pour essayer de trouver une solution. Je lui disais que ce n'était pas si grave, que les choses pouvaient s'arranger, qu'il ne devait pas lui faire de mal devant son fils parce que ça lui ferait subir un grand traumatisme. J'argumentais sans relâche. Les membres de l'équipe de sauvetage d'otages étaient tous autour de l'escalier. Ils ont commencé à m'écarter du chemin parce qu'ils croyaient que des coups de feu seraient tirés et qu'ils allaient devoir monter à l'étage pour sauver le garçon. On était sur le point de lancer l'assaut dans l'escalier. De toute ma carrière, j'avais rarement été aussi nerveux. Je m'attendais vraiment à ce qu'il tire. On attendait tous le coup de feu. J'ai pris le temps de réfléchir à une solution. Je me suis basé sur mon expérience pour trouver la meilleure chose à dire. Pendant ces quelques secondes de silence, je l'ai entendu chuchoter quelque chose à Cheryl. Je n'étais pas censé l'entendre. Il lui a dit « Je vais faire sauter ta foutue cervelle ». J'ai compris qu'il allait réellement passer à l'action. Et j'ai joué ma dernière carte. Is there anything we can do or say to stop you from doing this? Can you get us out of here? I want to use that chopper. C'était une révélation. Je leur ai dit que je ne savais pas qu'ils voulaient quitter la maison et que je devais en parler à mon patron pour voir si c'était possible. Il n'a rien promis. Mais il a dit, dépêchez-vous. Gary m'a appelé et il m'a dit qu'il avait peur. C'était la première fois que je me trouvais si près du lieu d'un possible homicide. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu dis? Je ne savais pas qu'il y avait un hélicoptère dans le champ voisin. La veille, des agents du FBI sont arrivés à bord de ce même hélicoptère. Gary croit qu'il s'agit peut-être de la seule issue. C'était un non catégorique. On ne laisse pas un suspect fuir en hélicoptère avec un pilote du FBI. Je lui ai dit, Virgil, il va tuer Cheryl. Et je ne pourrai pas l'en empêcher. D'accord. Je comprends. Alors, pensons à la façon dont nous allons procéder. J'ai suggéré de lancer un assaut à découvert. Leur plan est simple. Attirer Charles Leaf à l'extérieur par la ruse afin de permettre aux tireurs d'élite de l'abattre tandis qu'ils se dirigent vers l'hélicoptère. On a élaboré notre plan. Avant d'exécuter ce plan, on devait s'assurer que tous les agents et les tireurs d'élite reçoivent des instructions précises. Pour mettre le plan à exécution, quelques tireurs se sont mis en position dans le champ. Ils devaient s'assurer d'avoir le suspect dans leur ligne de mire dès sa sortie de la maison. 4 tireurs d'élite se mettent en position à moins de 100 mètres de la maison. Le tireur en chef doit s'assurer que son équipe se place sans être vue par Leaf. Se mettre en position en plein jour est plus difficile. En pleine nuit, l'obscurité masque nos mouvements.
J'étais certain qu'un tireur le toucherait avant qu'il n'atteigne l'hélicoptère. Les tireurs d'élite se mettent en position pendant que Gary Nesner distrait Charles Leaf en lui annonçant la bonne nouvelle. Je lui ai dit, « Charles, as-tu déjà fait un tour d'hélicoptère ?» Je voulais lui faire croire qu'il monterait dans l'hélicoptère, que ça arriverait vraiment. Avant de mettre le plan à exécution, Charles nous a demandé une chose. Il voulait apporter tous les effets personnels qu'ils avaient laissés dans un abri construit dans les bois. Trouver leurs effets nous a brisé le cœur. Le petit Charlie avait dû vivre là pendant un certain temps. C'était terrible. L'abri n'était pas plus gros qu'une tente jouet. Il a dit qu'il voulait les tuer, mais il voulait qu'on lui redonne les jouets de son fils. C'était étrange. Des agents rapportent les objets demandés par Charles. Je lui ai dit de regarder par la fenêtre pour s'assurer que les objets demandés étaient bien là. Le pilote de l'hélicoptère, Tom Kelly, reçoit l'ordre de les déposer dans l'appareil et de faire démarrer le moteur. J'ai démarré l'hélicoptère. Charles Leaf, Cheryl et le petit Charlie devaient sortir de la maison pour y monter avec moi. Les tireurs d'élite sont en position. L'opération peut commencer. Je lui ai dit, c'est bon Charles, on est prêt à sortir de la maison. Pour la suite, bonne chance. Gary est sorti de la maison avec son gilet pare-balles dans les mains. J'ai regardé son visage et j'ai compris que les négociations étaient terminées. On avait fait de notre mieux pour parer à toutes les éventualités. On allait passer à l'action et on ne pouvait plus rien changer. Le sort en était jeté. On ne pouvait que regarder. Armé d'une carabine de calibre .308 et d'un viseur à longue portée, chaque tireur d'élite couvre un champ de tir étroit entre la maison et l'hélicoptère. Les tireurs d'élite devaient savoir où se trouvaient tous les membres de l'équipe tactique d'intervention. Comme 3 personnes passaient d'un endroit à un autre, on devait savoir où se trouvaient les autres pour éviter de leur tirer dessus par accident. On doit contrôler nos muscles, notre respiration et faire preuve d'une grande concentration. On doit avoir l'esprit clair. Il ne faut penser à rien d'autre. Le tir doit tuer le suspect sur le coup pour empêcher tout contrôle moteur. Si le suspect pointe son arme vers un otage, on doit décocher un tir qui causera assez de dommages au cerveau pour empêcher le moindre réflexe. Le suspect doit recevoir une balle dans la tête. Les tireurs ont tous la permission de tirer si le suspect entre dans leur mire. Après une cavale de 9 jours et un affrontement de 20 heures avec des agents du FBI, Charles Leaf sort de la maison. Mais il a une longueur d'avance sur les tireurs. Il utilise Cheryl et Charlie comme boucliers pour se protéger des tirs. Le premier tireur devant lequel ils sont passés a dit qu'il ne pouvait pas tirer. Ils ont continué d'avancer, mais ils disaient tous tir impossible, tir impossible, tir impossible. Après un affrontement de 20 heures avec des agents du FBI, Charles Leaf tente le tout pour le tout en se servant de Cheryl et de Charlie comme boucliers. Les tireurs d'élite n'ont donc aucune chance de l'atteindre avant qu'il ne monte dans l'hélicoptère. Charlie était sur les épaules de son père et Cheryl marchait devant eux. Charles avait une carabine dans une main.
Charlie était agrippé à son dos et sa tête était très près de la sienne. Je ne pouvais pas tirer. J'entendais les rapports des tireurs d'élite. Ils disaient tous que le tir était impossible. Si le suspect atteint l'hélicoptère, c'est la fin de l'opération. Le fugitif quittera les lieux avec ses 2 otages et un nouveau captif, le pilote, Tom Kelly. À ce moment-là, j'avais compris qu'ils atteindraient probablement l'hélicoptère. Plus il s'approchait, et plus je gardais un œil sur sa carabine. L'équipe du FBI a déjà élaboré un plan pour parer à cette éventualité. Je fixais Cheryl. Dès le moment où elle est arrivée sous les rotors, j'ai dit « je décolle » et j'ai fait monter l'appareil en ligne droite. J'ai entendu un gros boom. C'était le bruit d'une munition traumatisante. Il y a eu 2 diversions, l'hélicoptère et la munition traumatisante. Elles ont été faites au même moment. La diversion désarçonne le suspect. Charles est tombé à genoux. Il s'est accroupi et Cheryl est tombée devant lui. J'ai vu la lumière du jour entre sa tête et celle de son fils. J'ai tiré. Charles est tombé. Ils sont tous tombés. J'ai observé le garçon avec mon viseur pour m'assurer qu'il allait bien. Je me suis dit qu'il était mort. Je me suis dit, mon Dieu, on a tué le garçon. Leaf était sur le dos et le petit Charlie était sous lui. Les 4 jambes ne bougeaient pas. J'ai eu un haut-le-cœur parce que je croyais qu'on l'avait tué. Mais le petit Charlie s'est mis à bouger. J'ai ressenti une joie immense en le voyant se lever. Terry Neist a pris le garçon dans ses bras. Cheryl s'enfuyait en courant, mais j'ai couru le plus vite possible pour la rattraper. Je ne savais pas si elle était armée, alors je l'ai agrippée et je l'ai menottée. On ne sait jamais comment va réagir une victime qui fréquentait un suspect qu'on vient tout juste d'abattre. C'est pour ça que je l'ai menottée. Elle m'a dit, « Il ne peut plus me tuer. Il ne peut plus me tuer. » J'ai le souvenir d'avoir prié Dieu. Je lui ai dit que peu importe ce qui arriverait, j'accepterais son choix. J'attendais seulement qu'une balle me traverse la tête. J'ai entendu des gros booms. J'ai vu Charles au sol et mon fils était sous lui. Le petit tremblait. Il était pétrifié. Je lui ai dit, Charlie, je m'appelle Gary. Tout ira bien, ta mère va bien. Des ambulanciers sont arrivés quelques secondes plus tard, mais Charles Leaf est mort sur le coup. La balle du tireur a sectionné son tronc cérébral. Il est mort sur le coup. Il était donc impossible qu'il blesse Cheryl. Le cauchemar de cette dernière est enfin terminé. Charles se comportait comme un véritable monstre avec moi. Je ne croyais pas qu'une simple balle aurait raison de lui. On n'a pas pris la vie de Charles Leaf, il a fauché sa propre vie. On n'aurait jamais fait ça si on n'avait pas cru sincèrement que c'était le seul moyen de les sauver. L'assaut contre Charles Leaf touche toujours Cheryl Hart et son fils Charlie, de même que les agents impliqués. Quelques mois après l'événement, j'ai reçu une carte de Noël de Cheryl. Elle m'a écrit un beau message de remerciement. Elle me remerciait pour ma patience durant les négociations avec Charles et pour ma voix rassurante lors de l'affrontement. La carte m'a beaucoup touché, je l'ai encore aujourd'hui. Je crois sincèrement que les agents du FBI voulaient qu'il y ait 3 survivants. Mais ils n'ont pas eu le choix. Charles leur a imposé ce choix. Cet événement a non seulement changé la vie de Cheryl, il a aussi changé la procédure du FBI lors des négociations en cas de prise d'otage. C'était probablement la première fois dans l'histoire du FBI qu'un négociateur recommandait une résolution tactique et qu'il y participait.
L'équipe de sauvetage d'otages a revu sa façon de faire puisqu'elle a compris que c'était la meilleure façon de travailler avec les négociateurs. C'était maintenant comme ça que le FBI voulait gérer les situations de crise. Aujourd'hui, les négociateurs du FBI servent d'outil tactique lorsque le recours à la force meurtrière est la seule solution. Gary Nesner est l'un de ceux qui a sauvé la vie de Cheryl Hart et de son fils. Il a aussi redéfini la procédure du FBI lors de négociations en cas de prise d'otage. Je suis rentré chez moi. Ma femme avait entendu parler de l'affaire au bulletin d'information. Elle m'attendait sur le porche et m'a dit « Bienvenue à la maison, Batman. Sors les ordures maintenant. »